Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 37, c'est le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Jérôme, comment vas-tu? Très bien Antoine, salut à tous. Et puis bonsoir à notre cousin du Canada, bonsoir Dino, comment ça va chez toi? Bonsoir Antoine, bonsoir Jérôme. Écoutez, ça va très très bien. Salut Dino. Tiens, en passant, il est quelle heure là maintenant chez toi Dino? Il est 4 heures de l'après-midi. D'accord, donc 16h08 présentement et 22h08 ici en France. Voilà. Je te pose la question parce qu'on y reviendra en fin d'émission. Donc aujourd'hui, eh bien, on va parler de résurrection des morts, on va parler de réalité virtuelle, et on va aussi faire un petit tour du côté de l'écologie avec Dino. Quant à mon sujet, préparer de quoi vous soignez un peu la tête, parce que je pense que je vais aborder un sujet prise de tête. Moi, ça fait une semaine, ça me prend la tête. Voilà, je vais partager ça avec vous en fin d'émission. Alors, Jérôme, encore un nouveau projet Lazare, le projet Réanima. C'est ça, un nouveau projet, le projet Réanima. Bah tu te rappelles je sais pas si tu te rappelles de ce film Antoine et Dino, Réanimateur, ça vous dit rien? Aussi, oui, c'est vieux ça. Ouais, c'était un vieux film ou d'un savant fou qui a inventé un produit miracle pour faire revivre les morts. Il teste ça sur un vieux chat crevé qu'il retrouve d'abord au départ et puis après sur des humains, puis ça marche quoi. Mais bon, ça fait des vieux monstres, quoi, des vieux zombies. Bah figure-toi que aux États-Unis, ils ont un petit peu ce projet. Ils appellent ça le projet Reanima. Donc des morts pourraient être ramenés à la vie. Donc alors c'est un projet scientifique, c'est BioQuark, une société de biotechnologie aux États-Unis. Elle a reçu l'autorisation éthique de recruter 20 patients qui ont été déclarés cliniquement morts d'un traumatisme crânien pour vérifier si une partie de leur système nerveux central peut être ramenée à la vie. Donc les scientifiques, c'est ce qui est expliqué dans cet article, utiliseront une combinaison de thérapies qui comprennent l'injection du cerveau avec des cellules souches et un cocktail de peptides, ainsi que le déploiement de lasers et de techniques de stimulation nerveuse qui ont été montrées pour amener les patients hors des comas. Donc les participants à l'essai ont été certifiés morts, parce que sinon ça marche pas, c'est pas du jeu, et seulement maintenus en vie grâce à des machines d'assistance. Ils seront surveillés pendant plusieurs mois à l'aide d'appareils d'imagerie du cerveau pour chercher des signes de régénération, en particulier dans la moelle épinière supérieure, la plus basse région du tronc cérébral qui contrôle la respiration et le rythme cardiaque. Donc, alors en fait, c'est le docteur Ira Pasteur, PDG de BioQuark. Il a déclaré: il s'agit du premier essai de ce genre et une nouvelle étape vers l'annulation éventuelle de la mort en cours de notre vie. Donc, nous venons de recevoir l'approbation pour nos 20 premiers sujets et nous espérons commencer le recrutement des patients immédiatement à partir de ce premier site. Nous travaillons en collaboration avec l'hôpital pour identifier les familles où il peut y avoir un obstacle religieux ou médical pour le don d'organes. Donc, pour entreprendre une telle initiative, nous combinons des outils de médecine régénératrice biologique avec d'autres dispositifs médicaux existants, généralement utilisés pour la stimulation du système nerveux central chez les patients atteints de troubles graves de la conscience. Et nous espérons voir des résultats dans les 2 ou 3 mois. Donc voilà le super projet Réanima. Alors bon, c'est toujours pareil, Antoine, avec ces petits projets, on prône d'abord le côté, il peut y avoir quand même je dirais des retombées positives avec ce genre de d'études, puisque pourrait justement ce genre d'études pourrait justement contribuer à essayer de trouver des thérapies pour des maladies telles que Alzheimer ou Parkinson, par exemple, comme souvent des sujets qu'on a abordés, Antoine, toujours ce côté pratique. Mais bon, derrière tout ça, on imagine toutes les dérives qu'il peut y avoir, quoi. Et puis bon, moi, tu me connais, Antoine. Moi, je suis fervent partisan pour le fait que, une fois que notre véhicule terrestre meurt, notre conscience quitte notre enveloppe. Donc, réanimer un corps qui n'a plus de conscience, on va se retrouver face à des légumes, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. En fait, premier petite anecdote, je trouve étrange. Le docteur s'appelle Pasteur. Je pensais à Pasteur. Donc, imagine sa technologie fonctionne.
c'est un nom tout tracé pour rentrer dans l'histoire. C'est pas faux, c'est ça. C'est Pastor OR. Hein. Ouais, je sais, ouais, il y a une petite différence dans C'est l'écriture. ça. Mais oui, c'est vrai. Bah, déjà. Mais non, ben, je sais pas, j'aurais tendance à penser que ben, déjà, ils sont pas vraiment morts complètement. C'est des gens qui sont morts cérébralement, c'est-à-dire leur corps est encore en fonction. Donc, les fonctions C'est ça. vitales Ils vont fonctionnent essayer, encore. voilà. Ça. En Donc, c'est fait, pas vraiment réanimer à la vie, c'est plus redonner. refaire partir le cerveau, en fait. Ouais, voilà. Mais alors, comme tu dis, alors, si la personne, pendant qu'elle est tombée, je sais pas, dans son coma profond ou dans un état léthargique, est-ce que sa conscience est encore là? Est-ce que sa conscience est en sommeil ou Ah est-ce bah, que sa conscience est encore là? non, parce qu'ils Ouais, ils veulent faire les tests sur des patients qui sont déclarés cliniquement morts. C'est-à-dire qu'il n'y a plus non, mais c'est ça. Mais moi, ma question, c'est une question dans l'air, dans le sens, est-ce que une personne qui est déclarée cliniquement morte a perdu son essence, son âme? Est-ce qu'elle est encore là ou est-ce qu'elle est partie? Et ça, c'est une vraie question, Dino, c'est une vraie question. Et moi, j'ai un témoignage direct là-dessus, effectivement, quelqu'un de ma famille, de ma belle famille, qui est décédé d'un AVC. Donc, déclaré cliniquement mort le jeudi, donc encéphalogramme plat, etc. Et maintenu jusqu'au dimanche, jusqu'à la décision de la famille, à savoir si derrière il y avait ton organe ou pas. Donc, officiellement, il est mort le jeudi, et on finit de le débrancher le dimanche. Donc sur le papier, acte de décès, c'est le dimanche. Et lorsqu'ensuite la personne qui était proche de ces personnes décédées, quelques mois plus tard, fait on va dire une séance de médiumnité avec quelqu'un qui lui permet de discuter avec l'âme de ces personnes décédées, eh ben, il s'avère que effectivement, il n'est pas parti le jeudi. Et donc, il a la conscience de ce qui s'est passé sur les 3 jours, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Sa conscience est toujours là. Et ça va tout à fait dans le sens de ta question, Dino. Est-ce que la conscience, elle part au moment où on décrète la personne cliniquement morte avec un encéphalogramme plat, ou est-ce que c'est vraiment suffisant? Voilà. Donc ça, après, c'est un exemple. Est-ce que l'exemple est véridique, avéré, on va dire? En tout cas, ça semble le cas par rapport à comment dire, au rapport médiumnique qu'il y a eu. Mais c'est quand même une vraie question de fond, et je pense que c'est pas la seule personne à qui c'est arrivé ce genre de choses. Après, il y a aussi l'histoire de la veillée des morts pendant 3 jours, hein, ce on respecte en France. Apparemment, les âmes resteraient, enfin les consciences resteraient attachées pendant encore quelques jours, entre guillemets, à leur véhicule terrestre, avant vraiment de se dégager, quoi. Donc est-ce que l'idée de Monsieur Pastor finalement est si dénuée d'intérêt, si Si elle comme tu arrive le à dis, les âmes recoller, restent... Eh oui. C'est ça. Donc on est dans Réanimateur, quoi. Hein. Il faut pas Ouais, dépasser 3 jours parce qu'après la date de la bonne personne qui péremption. revient. Et oui, peut-être aussi, quoi. Je sais pas si c'est la bonne personne qui revient. Puis est-ce que c'est vraiment des personnes qui vont revenir aussi? Tu sais, j'ai peut-être vu trop de films, mais Non, faut mais faire tu as des raison, zombies c'est avec ça. des. On peut faire des zombies avec ça. Hein. Tu sais, Exactement. qui se relèvent, puis ils sont capables de se marquer, mais c'est pas la bonne personne en tout cas. Oui, c'est ça. Après, si on rentre là-dedans, il y a effectivement toute cette dimension de si l'âme est partie d'entrée de jeu, est-ce que c'est pas une entité qui va arriver? Voilà, bon, c'est vrai que ça fait beaucoup de si, tout ça. Mais après, la vraie question de fond, c'est est-ce que l'homme est prévu pour mourir à la base? Parce que j'ai lu un article très intéressant qui disait que la mort, en fait, était une aberration de la nature, que à la base, les cellules, elles sont pas faites pour mourir, elles sont immortelles. Et il y a une subite, tout le monde le sait, il y a la subite dégénérescence à partir d'un certain âge, et puis logiquement, on n'est pas censé dépasser 120 années terrestres. Il y a une déprogrammation complète, ce qui fait d'ailleurs penser, si c'est le cas, à une intervention d'un programmateur, hein, qui nous a... C'est Dieu, au début il faisait du bio, puis finalement il s'est dit ça marche pas, fait que je fais du mécanique, ça marche mieux. Avec l'obsolescence programmée. C'est ça, l'obsolescence programmée chez les hommes. Voilà.
C'est ça. Alors après, si tu reprends les théories d'Anton Parks avec comment dire, les races de dieux civilisateurs qui avaient besoin, tu sais, d'une espèce Main d'œuvre. de main-d'œuvre qu'ils auraient fait en premier jet sans date de péremption, et puis ils se sont aperçus que c'était pas bon parce que finalement ça les rapprochait d'eux-mêmes, et donc ils auraient reprogrammé une date de fin dans les mécanismes biologiques. Ça peut être aussi une autre piste. C'est un vaste débat, hein. Est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal? Il y a eu plein. On verra dans quelques mois, hein, parce qu'apparemment, ça y est, ils ont lancé des expériences. Alors si ça part en cacahuète, peut-être qu'ils vont rien dire. Hein. Ils vont peut-être s'abstenir d'expliquer ce qui s'est passé, mais si ça fonctionne, je pense qu'on va en entendre parler. De toute manière, ça a toujours été un vieux rêve de l'humanité, et c'est les plus riches finalement qui en profiteront. Une très bonne série sur Netflix qui s'appelle Altered Carbon d'ailleurs là-dessus, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui évoque ce genre de sujet. Ok, et bien sujet à suivre, on verra ce que ça donne, mais si ça fonctionne, je pense que ça sera retentissant. Allez, eh bien, on parlait de date de péremption, de recyclage. On va passer du côté du Canada avec un corridor écologique qui devient une réalité. C'est le sujet que tu voulais traiter ce soir, Dino. Oui, en fait, les corridors écologiques. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un corridor écologique? Un corridor écologique, en fait, ça fait plusieurs années déjà que c'est vu dans les universités et puis que ça commence à être mis en place dans certaines grandes villes, etc. C'est la capacité de relier deux grandes zones ou des petites zones, mais en général, c'est des grandes zones euh, bio, donc c'est-à-dire des forêts, des grandes zones forestières où il y a beaucoup de faune, beaucoup de flore, etc. Et de les relier, en fait, pour que qu'ils puissent faire des échanges en fait entre les deux biomes en fait. Donc pour le bon fonctionnement en fait de l'alimentation des plantes, de l'alimentation des animaux, etc. Enfin pour qu'il y ait une diversité en fait, enfin, pour la biodiversité. Et en fait ça fait une dizaine d'années que des scientifiques liés avec l'université de Montréal en fait ont lancé travaillé sur un projet en fait de relier deux grandes zones de Montréal en fait deux grandes zones forestières en fait deux grands parcs et ça s'appelle le corridor écologique de Darlington parce qu'en fait ils se sont rendus compte qu'il y a une rue en particulier, la rue Darlington dans le centre-ville qui pourrait relier en fait si on fait un circuit en fait ça peut relier les deux grandes zones forestières et en fait, c'est pour le bien de tout le monde parce que ça va permettre un meilleur échange, donc, comme je disais, entre les plantes et les animaux. Ça va permettre, ils ont commencé en fait à planter plus dans la forêt des arbres nourriciers, des plantes nourricières pour pouvoir aussi même les humains, pourquoi pas venir ramasser quelques nourritures. Ils ont fait aussi des systèmes de fermes et de petites fermettes écologiques avec des plantations, etc. à droite à gauche. Notamment des plantations de champignons, du jardinage, l'agriculture urbaine, composer des prairies. Alors, attends, le mot, c'était mellifères. Donc, faire des prairies qui permettent l'échange, de cultiver des fleurs qui génèrent, qui vont attirer les abeilles pour pouvoir produire du miel. Alors, ce que je comprends pas, moi, dans cette histoire de corridor écologique, ça se passe où exactement? À Montréal, c'est-à-dire dans la ville, entre deux parcs? C'est ça, en fait, il y a un grand plateau herbeux et montagneux à Montréal qui s'appelle le plateau Mont-Royal. Et en fait, ils se sont rendus compte il y a quelques années qu'il n'y avait plus de renards qui passaient par là, alors qu'il y en avait. Et au final, il y a quelques années, ils se sont rendus compte qu'il en revenait. Alors, ils se sont dit quel a été le procès, comment ça se fait en fait qu'on les a perdus de vue et qu'ils sont revenus. En fait, ils sont revenus parce que justement, il y a eu des connexions qui se sont faites entre des zones forestières dans la ville, ce qui leur a permis à eux de les réenvahir en fait, de réinvestir ces zones-là. Et oui, ça se passe en plein cœur de la ville. En fait, le projet, il est vraiment à voir d'une manière gigantesque et titanesque, parce que toutes les villes devraient s'en inspirer, en fait, parce que c'est
essayer de faire une osmose, en fait, une genre d'harmonie entre les zones urbaines et les zones forestières et qu'elles puissent interagir les unes avec les autres, en fait. Que des animaux et des insectes et des plantes puissent quand même traverser, entre guillemets, comme des genres de routes pour les plantes et les animaux qui cheminent à travers les zones urbaines, en fait. Donc, moi, je trouve ça incroyable, en fait, parce que Et, ça devrait même carrément être dans la loi, en fait, obliger chaque ville à composer ces zones vertes de cette manière-là, en fait. Parce que tout le monde en profite, les plantes, les animaux, les humains, même là, en fait, tout bêtement, parce que c'est vrai qu'en me promenant pour parler du sujet, j'étais tombé sur des vagues de chaleur en Inde, à New Delhi, et en fait, il y avait un monsieur qui s'est amusé à aménager son tuk-tuk. Oui, c'est quoi un tuk-tuk? C'est une espèce de petite moto avec une place, en fait, des places pour que les gens puissent. C'est comme c'est ça, un taxi, en fait, des taxis tuk-tuk. Et en fait, il s'est amusé à mettre des monticules de terre, en fait, faire un parterre de plantes sur le dessus de son tuk-tuk pour rafraîchir les gens. Et parce que c'est vrai, il y a des études qui sont faites là-dessus de manière scientifique poussée, quoi, qu'on se rend compte en fait que dans les zones urbanisées l'été où il y a des grandes fortes concentrations de chaleur, s'il y a des plantes, ça va tout de suite faire baisser la température. De toute façon, on le sait de base quand on va se promener dans la forêt, à des grandes vagues de chaleur, la forêt c'est génial, quoi. C'est comme une genre de clim naturel en fait. On va se promener dans la forêt, on est au frais. Et en fait, c'est ça. Donc, c'est essayer d'aménager un territoire pour que tout le monde puisse en profiter. Les humains, justement, par rapport à la chaleur, parce que Montréal, c'est quand même une ville très, très urbanisée. L'été, il fait des températures, il peut faire des températures monstrueuses. Et c'est sûr que si on fait une continuité entre les parcs et les zones urbaines, ben, c'est bénéfique pour tout le monde. C'est ça. Je ne sais pas comment expliquer ça mieux, à part mhm. que c'est bon pour tout le monde. Et donc en fait ils veulent replanter de la végétation sur des Exact. avenues ou des rues qui font C'est ça. la jonction entre ces parcs. D'accord. Exactement. Mais Mhm. en fait, c'est fait depuis un certain temps. C'est pas une nouvelle fraîche dans le sens que ça fait des années qu'ils sont sur le projet. C'est juste que ça éclot de plus en plus. Il y a de plus en plus d'engouement. Il y a des centaines et des centaines d'universitaires à Montréal qui travaillent sur ces projets-là pour essayer de l'améliorer, pour essayer de rendre la chose plus concrète. Et ça prend forme. Alors justement, comme une plante qui pousse, ça a pris du temps. C'était en gestation, en graines pendant un bon moment. Puis là, ça y est, c'est mis en place. Et Ouais, c'est ça. C'est ce monsieur-là qui a lancé le projet, c'est ça, en 2013. Alexandre Baudouin. Ouais, voilà. Et effectivement, il a fallu 10 ans pour ainsi dire, pour que ça prenne vraiment, vraiment forme. Mais c'est plus que planter des arbres, c'est-à-dire que là, tout à l'heure, il y avait une espèce de plan où on voyait que c'est carrément des allées vertes. Ah oui, oui, il parle de déminéralisation enfin je sais plus comment il disait ça, en tout cas, mais faire en sorte qu'il y ait plus, qu'on coupe certaines rues, qu'on les casse, qu'on les réaménage pour que ce soit des espaces verts à la place. C'est vraiment stratégique leur affaire, c'est vraiment de la reconstruction urbaine en fait, et Mhm. verte en même temps. Mhm. Je trouve ça génial en fait. Je ne comprends même pas pourquoi, parce que d'habitude, les projets urbains, c'est OK, on va mettre des parkings à droite, à gauche, puis on va mettre un peu de verdure pour faire joli, mais il n'y a jamais aussi, il y a, mais c'est rare en fait, une espèce de prise de conscience de OK, attends, quel échange on peut faire entre toutes entre la faune, la flore et les humains. Mhm. C'est pas vrai qu'une ville, c'est juste du béton, quoi, c'est pas vrai du tout. Et alors, j'ai vu un petit reportage il n'y a pas très longtemps sur le cimetière du Père-Lachaise, où il faisait un focus sur le conservateur du cimetière du Père-Lachaise, qui est passionné de photographie animale, et qui passe toutes ses soirées à prendre en photo la faune du Père-Lachaise. Alors, quand ils ont présenté le reportage, je me suis dit, mais à part les corbeaux et les corneilles, il ne va pas y avoir grand-chose, ou deux, trois rats qui se battent. Bien si, en fait, il y a quantité d'oiseaux qu'on retrouve effectivement dans les forêts, et, chose surprenante, il y a des renards. Il y a des renards dans le cimetière du Père-Lachaise. Et tu te demandes, mais d'où c'est qu'ils viennent? Et puis c'est pas un renard, un vieux renard tout miteux qui se promène. Il y a carrément une famille de renards avec des renardeaux, etc. Donc ça va dans le sens de ce que tu dis, où effectivement la nature se réapproprie comme ça des zones où ils se sentent bien et ils sont en sécurité. Donc tu as raison, ça devrait être dans des textes de loi. De toute manière, on y va de plus en plus. Hein. Aujourd'hui, c'est une vraie prise de conscience mondiale. Tu vois qu'en Asie,
Je sais que moi j'aime bien les mangas. Je sais que par exemple, il y a un manga que j'aime beaucoup qui s'appelle Tampoko qui essayait de faire comprendre en fait aux gens que qu'il y a un biome tout autour de nous et que la ville, c'est bien beau de la faire avancer sur la nature, mais ça crée un déséquilibre écologique. Puis c'est ça impacte tout le monde en fait. Donc, c'est vraiment une prise de conscience. Et là, j'ai l'impression que ça va dans le bon sens, surtout si les universitaires ont cette capacité de pouvoir aménager des grandes villes comme Montréal. Je veux dire, Montréal, c'est une grosse affaire, c'est quand même une grande ville, donc ça pourrait inspirer beaucoup plus de gens. Ce serait bien. Le problème aussi, c'est que ces voies vertes, je pense, devaient exister au départ, Oui, et on les a bitumées, et bah maintenant, voilà, on recasse tout pour, on fait machine arrière. C'est pas ça ça. aussi, hein. C'est parce que Mieux. les animaux ils devaient passer dans ces villes-là, dans ces endroits-là que nous on a urbanisé. C'est des circuits ancestraux, en fait, millénaires sûrement, qu'on a dû désorganiser comme ça, en fabriquant des villes. Non, belle initiative. Mm. Ok, eh bien, merci Dino pour cette parenthèse verte. Et eh bien, on va revenir, malheureusement, dans une parenthèse beaucoup moins verte. On va revenir dans l'intelligence artificielle, dans la réalité virtuelle. De quoi vas-tu nous parler, Jérôme, cette fois-ci? Alors, tu sais, Antoine, on a déjà discuté ensemble du métaverse, ce fameux monde virtuel qui commence à se dessiner de plus en plus et qui va bientôt être disponible, qui est d'ailleurs disponible. Alors, le problème avec ces mondes de réalité virtuelle, c'est qu'en fait, vous pouvez toujours, vous pouvez aujourd'hui mettre un casque pour vous immerger visuellement, je dirais, dans cette aventure virtuelle. Il existe aussi des endroits où vous mettez le casque et vous pouvez vous déplacer dans un hangar qui va simuler dans votre casque un lieu quelconque. Mais je dirais que l'espace est toujours un petit peu limité et les sensations également. Bon, alors en fait, c'est une société qui s'appelle Steep VR qui a mis au point un système révolutionnaire qui va bientôt être commercialisé. Alors là, on est à fond dans Ready Player One. Je ne sais pas si tu te rappelles ce film, Antoine, un des derniers films de Steven Spielberg, donc, qui était tiré du roman de science-fiction Player One d'Ernest Cline. Donc en fait, à Pékin, ils viennent de lancer ce procédé. Donc ils appellent ça une porte de réalité virtuelle venant vers le métaverse. Ils l'appellent si je ne dis pas de bêtises, le Gets One. Voilà. Donc en fait, le Gets One occupe un espace d'environ 3 mètres carrés. Il repose sur un système de mouvement omnidirectionnel qui permet aux utilisateurs de courir librement et de réaliser des mouvements de course et d'arrêt instantané. Alors, il y a une petite vidéo, Antoine, dans ce que je t'ai partagé. Donc, Steep VR ont développé ce système qui est vraiment révolutionnaire par rapport à la réalité virtuelle. Ils appellent ça le Get Zero One. Donc, je partage cette vidéo pour que vous compreniez un petit peu comment fonctionne le système. Donc en fait, ils ont inventé un espèce de tapis sur lequel la personne qui veut s'immerger dans ce monde virtuel va s'installer et va marcher dessus. Et en fait, le tapis va prendre la direction que les pas vont prendre en fait. Donc on peut tourner sur soi-même, on peut avancer pendant des kilomètres, courir, s'arrêter. En fait, le tapis de sol réagit vraiment à la direction des pieds. Donc, alors, C'est génial. ouais. On voit bien. Donc là, on n'est plus du tout limité dans un espace si on veut vraiment s'immerger dans cette réalité virtuelle et dans un jeu qui peut être gigantesque. Et ben, on peut aller partout dans tous les sens, voilà. Et en plus, ils vont pousser la chose un petit peu plus loin puisqu'ils vont proposer avec ce système une combinaison complète pour avoir et les sensations et également avec un casque, donc pour évidemment visuellement vous reproduire comment le monde dans lequel vous allez être immergé, mais aussi avoir les sensations d'odeur, d'ouïe. Enfin, là, on va être à 100% immergé dans le monde virtuel, quoi. Mais je crois que l'odeur, c'est le plus difficile, hein. C'est vraiment la Oui. dernière étape. Autant ils arrivent à reproduire toutes les autres sensations, mais la sensation olfactive, c'est pas encore gagné. C'est pas gagné. Non, c'est sûr.
Mais bon, voilà. Donc imaginez, hein, vous vous immergez. Alors déjà, moi j'ai vu des petites vidéos où il y a des personnes juste avec un casque, ils se croient à fond dedans, genre ils pètent la télé parce qu'ils la voient même pas. Alors là, imaginez avec un système comme ça, à un moment donné, Ah, les gens ils vont se déconnecter complètement, ils vont rester bloqués dans les métaverses, quoi, hein. bon, imaginons que c'est le genre de système, ça se démocratise et puis au bout d'un moment, tu peux l'avoir dans ton salon pour 500 balles. C'est ça, hein, C'est c'est ça. Bon, alors là, je sais pas combien va coûter non, là pour, le. pour le moment, non, c'est sûrement très cher. Mais Mm, mm. t'achèterais ça, Dino? Ah non, non. Par contre, j'étais en train de réfléchir aux possibilités, tu vois, une fois que tu améliores le processus, les graphismes, etc. Tu sais, maintenant, avec le système où on peut trafiquer les images et mettre la face de quelqu'un qui dit quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, imagine, tu fais une espèce de un grand gymnase comme ça de réalité virtuelle où tu peux recréer toutes sortes de choses. Par exemple, bah, venez, on voyage sur telle planète, c'est pas vrai, mais on peut te Mhm, faire croire que tu y allais, tu vois. Je sais mhm. pas, le prochain voyage sur la Lune télévisé, tu vois, le futur voyage sur la Lune télévisé, tu vois, tu peux le faire en réalité virtuelle 3D, et puis là, C'est ça. Mais à mon avis, ce qui va se passer. Moi, voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, si ça se trouve, d'ici quelques années, au lieu d'aller au cinéma, on va aller dans des salles de réalité virtuelle où, comme tu dis, Dino, il va y avoir plusieurs, je sais pas, peut-être une cinquantaine de cabines comme ça, et tout le monde s'immerge dans le truc, et là, c'est parti, quoi. Et on vit un film à 100%. on s'arrête plus. C'est ça. C'était Total Recall ou je crois qu'il avait il lui mettait quelque chose dans l'arrière de la tête. Le film Total Recall où en fait il pouvait voyager, il pensait qu'il pouvait voyager sur la planète Mars. C'est un film des années 80. Oui, oui, avec Un vieux film. Schwarzenegger. Donc, j'imagine, tu sais, si on t'oblige comme une genre de torture, en fait, on peut aller te faire aller en prison virtuelle. Mm. On t'assoit sur sur un siège et on te fait vivre des atrocités virtuelles. Bah, suffisamment, en tout cas, je sais pas pourquoi je vois ça de manière négative nécessairement, mais moi, je sais pas. Ça me fait Non, dire mais, que, C'était plus fun la première partie, hein. mais, Voyager sur la Lune. mais, et si ça se trouve, on est déjà dans un métaverse, on le sait même pas. ouais, en plus. Ouais. Ouais, ça se trouve, effectivement, on est peut-être dans un métaverse. En tout cas, moi, ça va faire une semaine que je suis en train, mais les garçons, de me triturer la tête. C'est horrible. Je suis tombé sur un petit truc YouTube, une petite vidéo YouTube avec une question à la con. Donc, je vais vous expliquer ma problématique. Tout à l'heure, Dino, je t'ai posé la question, quelle heure il est chez toi? Je te la repose. Il doit être 16h38, c'est ça? Ok. Donc nous, il est 22h38. On est en pleine fin de journée. Toi, tu es en plein milieu de ton après-midi. Dino, si toi, maintenant, tu appelles quelqu'un qui serait... je sais pas, donc toi, tu es au Canada. Allez, imaginons si tu appelles quelqu'un qui est au Japon. Il sera comment par rapport à toi quand tu vas l'appeler? Il sera encore plus tôt ou il sera au contraire beaucoup, beaucoup plus tard? Non, ce sera beau. Ça y est, tu vas nous faire mal à la tête, Ouais, Antoine. ça y est, je m'en rappelle plus. Oui, mais il sera à l'ouest par rapport à toi. Donc effectivement, logiquement, tu seras en avance par rapport à lui. C'est-à-dire que s'il est 16h chez toi, il sera peut-être 10h du matin chez lui. Voilà, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Alors attention, je suis pas en train de rentrer dans une théorie de platiste, etc. Moi, je n'en déplaise à nos amis platistes, pour moi la Terre est complètement ronde. Mais donc, par contre, si moi je l'appelle à ce mec du Japon, ben, il sera pas 10 heures. Parce qu'on doit avoir 10 heures de décalage avec le Japon, donc il sera déjà au lendemain, il sera sûrement 2-3 heures du mat. Et donc je me suis posé bêtement la question, on fait un zoom là tous ensemble. Donc, moi je t'appelle, et toi après tu t'invites ou t'appelles un japonais. Donc du coup, tu vas l'appeler, il sera dans ton passé ou il sera dans mon futur? Ouais. Ouais. Eh ben, figurez-vous, j'en sais rien. Quoi. C'est ultra, c'est vraiment une question toute conne. Alors elle est ultra complexe parce que j'ai commencé à. T'as une idée toi, Jérôme? Bah, après, là, c'est la date du jour, hein, qui fait Ouais. office.
Puisque si C'est t'as vrai. là aujourd'hui il est jeudi pour toi de toute manière, Dino. Jeudi 16h quoi. Oui. Et nous et au Japon il est quel jour aujourd'hui? Il est vendredi 2h du matin. Mais si c'est Dino qui l'appelle, il sera jeudi 10h. Et si- Ah non non, il sera toujours Non, vendredi ce deux sera à heures la du même heure, matin. Antoine. Ce sera Ah à la oui, même heure que pour si on, toi. Ouais, alors, on va regarder un truc. on est sur si tu sors la carte des fuseaux horaires, quel que soit Ah, l'endroit du monde où tu appelles, de toute manière, bah, si le monde est divisé en 24 fuseaux horaires, 12-12, effectivement, quand tu es d'une partie du monde, du globe à l'autre partie du globe, il y a 12 heures, mais quand tu es sur un fuseau horaire ah bah t'as moins 12 à et plus gauche ou à 12. droite, ouais, mais à un moment donné, Le à un zéro, moment donné, il est d'où le zéro alors, Antoine? le zéro, il est chez nous, Ouais, c'est ça, logiquement. c'est ça. Oui, mais c'est ça qui est bizarre. Allez, on va regarder, on va faire un petit tour du côté de Google Earth. Donc effectivement, le méridien, il est par là. Hein. Il passe ce qu'on appelle l'heure UTC. En plus 0, ça passe par... je ne sais plus où exactement en France par là. Je me suis dit, tiens, on va faire un test. On va aller du côté du Canada. On profite de la présence de notre ami Dino. Donc là, on est vraiment côté canadien le plus à l'ouest. Hein. Toi, t'es où, Dino, par là? Mais là, pour le coup, on n'est même pas au Canada, hein, je suis désolé, mais Ouais, là, on est en Alaska. Là. Courage, c'est en Alaska, Anchorage, c'est aux États-Unis. Ouais, c'est carrément l'Alaska, tout à fait, tu as raison de me reprendre. C'est vrai qu'au début, j'avais fait le test vers une ville ici, et après, je me suis dit, allez, allons plus loin. Donc, Anchorage. Donc, Anchorage, par rapport à nous, c'est moins 10 heures. Et puis après, je me suis dit, tiens, on va aller en Russie. Donc, à Anadyr. À Anadyr, c'est plus 10 heures. Mais si on vit à Anchorage, bah, on est à quoi? À 2 heures d'Anadyr. Il y a 1500 km hein, à peu près. Donc on pourrait se dire, s'il est 8 heures à Anchorage, il doit être 6 heures à Anadyr. Et s'il est 6 heures à Anadyr, eh bien, il doit être 8 heures à Anchorage. Quoi, ça me paraît complètement logique. Sauf que quand on regarde des sites justement de fuseaux horaires, donc si là on met Anadyr pour dire, allez, Je l'avais déjà fait, en fait. Ce que tu l'avais déjà fait? Ouais. D'accord. Je me situe à Anadyr, ok. Et je veux savoir le décalage horaire que j'ai avec Anchorage. Moins 20 heures. Parce que si on pousse vraiment le raisonnement, si on pousse le raisonnement un peu plus loin, on va revenir sur ma fameuse carte. Donc Dino, Ouais. on va reprendre un cas plus simple. Imagine que tu habites ici à la pointe de l'Alaska. Donc je t'appelle, là chez nous bientôt il est 23 heures, il y a 10 heures de décalage, donc chez toi il va être 13 heures de l'après-midi, du jeudi. Et si j'appelle ton cousin qui habite lui à la pointe de la Russie, il va être plus 10 heures par rapport à nous, donc 23 plus 10, 33, ce qui nous fait 9 heures du vendredi. Ouais. Bon. Mais si toi qui es là, alors que limite tu sors sur la plage, tu prends ta paire de jumelles, tu vas le voir, ton cousin. Si tu l'appelles, ne dis pas qu'il va être vendredi 9 heures du matin. C'est pas possible. Pour lui, oui. Pour lui, oui. C'est pas possible. T'es juste à côté. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Vous êtes dans la même bulle temporelle, là. Ouais. Il n'est pas censé être une journée plus tard. Mais ouais. Pour moi, c'est... Jérôme, vas-y. J'ai une petite explication peut-être. C'est parce qu'en fait ces fuseaux horaires sont calqués sur. Je les confonds toujours longitude, latitude. Latitude, c'est à plat et longitude, C'est la longitude. Voilà, donc ces longitudes comme des quartiers d'orange. Donc évidemment, si on est au niveau de l'hémisphère, ces quartiers d'orange vont être gigantesques. Donc là, on va avoir un écart temporel très grand. Mais plus on va se rapprocher du pôle Nord, limite
tu te retrouves au pôle Nord, hein, vraiment la pointe du pôle Nord, tu as quelqu'un qui est de l'autre côté du drapeau, bah pour lui, c'est le lendemain. Et tu peux te dire Ouais, bonjour. alors, ok, mais on reporte la même chose à l'équateur. Ah bah je pense que la Je distance va trouve. être déjà beaucoup plus longue. Non, mais tu reprends la même logique. En fait, c'est la logique, c'est il y en a 24 fuseaux horaires. Mhm, Donc, c'est plus 12 heures, moins 12 heures. Et la référence, effectivement, c'est chez nous la mer de sable. Quoi, la mer de sable? C'est chez nous l'UTC 0, c'est ici. mhm, Donc, quand on va se retrouver de l'autre côté du globe, qu'on va appeler ici, si on appelle quelqu'un qui est à l'est, on va être à plus 12 heures, donc à 13 heures du vendredi. Et si on appelle quelqu'un qui est plutôt à l'ouest, on va être à moins 12 heures, donc à 13 heures du jeudi. mhm. Mais eux, qui sont très proches, oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Bon, je vais prendre un Doliprane, je reviens. Non, mais, Après, non, mais voyez, les temps n'existent pas en vrai. Hein. C'est juste nous, on a mis des horaires et mais des heures pour qu'on oui, non, puisse. Oui, mais alors ah, le temps n'existe pas, pourtant si, parce que quand toi tu vas regarder à travers ta fenêtre, tu vas bien voir qu'il fait jour. Mais lui, il va pas faire nuit. Et Il quand va tu faire vas jour aussi. regarder, et quand tu vas regarder tes infos, tu auras les infos du jeudi. Alors que lui, quand il va regarder ses infos, il va avoir les infos du vendredi. Du vendredi. Sauf elles seront moins intéressantes les siennes parce qu'il s'est passé moins de trucs dans le monde entier. oui, mais s'il arrive quelque chose à ce moment précis, bah oui, ils auront les infos le vendredi et nous, C'est ça. on aura les infos le jeudi. Oui, mais le fait qu'il soit juste voisin, si vous êtes côte-côte, t'as pas 24 heures de décalage. Non. Mais tu T'as- l'as t'as- t'as- dans ta montre, mais tu l'as pas visuellement et concrètement dans la vraie vie. La personne, en fait, ouais, je comprends ce que tu veux Ah dire. ouais, mais c'est. Donc en fait, si vous voulez, ça semble logique quand on fait un appel juste unitaire. C'est-à-dire que si moi je t'appelle à l'ouest, ok, tu as moins 12 heures. Si je t'appelle ton cousin à l'est, il a plus 12 heures. Mais si moi je t'appelle à l'ouest pendant que toi t'appelles ton cousin à l'est, alors que vous êtes à 1 minute d'écart, tu vois, si on pousse vraiment à la limite du méridien des 12 heures, si on reprend notre exemple tout à l'heure à la pointe de l'Alaska, à la pointe de la Russie, il ne peut pas y avoir 24 heures de différence entre vous deux. Alors moi, j'ai une idée. On essaie de trouver un Mimi qui habite à l'est de la Russie. Et puis on fait un test jeudi prochain. On s'appelle ensemble et puis on voit quelle heure il est chez toi. Alors, vous voyez, moi, je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui m'interpelle et c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous parce que je voulais pas être seul dans ma souffrance. Ça me prend la tête. Voilà, ces mecs-là qui sont à moins d'une heure à vol d'oiseau, comment est-ce qu'ils peuvent être à 24 heures d'appel quand ils s'appellent à 24 heures l'un de Comme dans l'autre? les jeux vidéo, tu sais, quand tu arrives au bout de la carte, ça bug et tu Tu sais pas ressors de trop. l'autre côté. Ouais. Ouais, Ouais, mais, ça bug. C'est un peu la donc, ça, même chose. donc ça veut dire quoi? On est dans une matrice? Oui, facile. Non, mais ça sera peut-être plus parlant avec, je dirais, avec un globe avec toutes ces tranches horaires déjà dessinées dessus, en partant avec le zéro chez nous, et puis pour se rendre compte de. Ah, mais tu vas la voir, ça. Attends, Mhm. je vous trouve ça. Yeah. Donc là, on le voit bien là, sur cette carte. Hop, si je l'agrandis. Alors, effectivement, là, en France, il est hop, à Paris, 22h56. Hop, t'es par où, toi? T'es par ici? Non, non, moi je suis au-dessus de New York, là, je suis Mhm. vers l'eau. Ouais, mais j'ai pas de petit. Ah, Ottawa, ouais, tu vois, Ah non, il y a 16,56. Toronto, pas Montréal. 16,56. Mhm. Ouais, non, mais ils ont banni les Québécois de la carte. Donc voilà, ici, effectivement, il est hop, Anchorage 12h56. Et puis si on va de ce côté-là, hop, 8h57. Et puis, sauf que si on prend les deux là qui sont au bout, eh bien, ils sont logiquement à la même heure. Sauf que non, parce que là, on raisonne à plat. Donc quand on raisonne à plat, on est d'accord. C'est-à-dire que s'il n'y avait rien après le monde de gauche ou rien après le monde de droite, ok, et c'est une boule. Je vais finir platiste. Ou un tort, ou ouais, comme tu veux. Il y en a qui Bon, imaginent ça comme un tort aussi. ouais, oui, c'est ça, c'est peut-être un Ou tort. comme tu dis, Dino, voilà, on est dans une matrice.
quand tu quittes l'écran à droite, tu reviens à gauche. Voilà. Ouais. Bon, voilà. Écoutez, je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que ça vous a mis mal à la tête aussi. En tout cas, si vous avez une réponse, il doit sûrement y avoir une réponse scientifique à tout ça, mais en pure logique, là, moi, j'ai vraiment du mal. Voilà, je comprends pas. Je comprends pas que les systèmes disent, quand on prend les deux villes, parce que c'était ça l'idée, hein, c'était de prendre sur le site web deux villes côte-côte, dire qu'il y a 23 heures d'écart alors qu'ils sont à moins d'une heure à vol d'oiseau. Voilà. Donc là, il y a Ça quand aussi, même. c'est intéressant pour pousser ton truc, c'est qu'il faudrait qu'il se filme en même temps. Regarde, il aille dehors, le cousin là, de Russie, il aille dehors et il filme. Est-ce qu'il fait jour? Oui, il fait nuit. Qu'est-ce qu'il fait dehors par rapport à son collègue d'Anchorage, à son cousin? Ouais. Bon, après, s'il y avait un mystère là-dessus, il y a bien longtemps que tout le monde en aurait parlé. Ben oui. Mais... Non, c'est parce que tu sais, on te fait oublier à chaque fois. Oui, non, mais je pense que c'est ça. C'est exactement ça. Bon, mais voilà, messieurs, après cette divertissante tour du monde, ce divertissant tour du monde et ses fuseaux horaires, oui, ça se dit. Ben voilà, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Merci Dino de t'être prêté au jeu et de nous avoir rejoints aujourd'hui. Ça nous a permis de faire ce petit tour du monde. Merci à vous deux, ça fait plaisir d'être avec vous à chaque fois. Bah écoute, et puis au moins cette vidéo-là, elle devrait pas être strikée. Hein. J'ai rien dit de mal. Hein. Après, j'espère que je ne vais pas vous porter la poisse non plus. Hein. Non, mais c'était pas toi, c'est parce qu'on avait parlé de choses qu'il fallait pas. Vous pouvez la retrouver, ça doit être le numéro 27, je crois, ou 22, je sais plus. Vous pouvez la retrouver sur Odyssée, cette vidéo. C'est la 20, je crois. Ou la 20, peut-être. La 20. En tout cas, voilà. Rejoignez-nous sur Odyssée aussi, abonnez-vous ici, mettez des petits pouces bleus, et puis aussi surveillez le site Génération Stédor. Là, on va lancer les précommandes du numéro 9, c'est parti. Donc, vous allez avoir 3 semaines pour pouvoir commander le numéro 9 à prix de campagne de lancement. Donc, allez sur générationstédor.com, tout le descriptif dans le lien de cette vidéo. Voilà les amis, eh bien, plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. Également Antoine, bon week-end Dino. Bon week-end à vous deux. Et puis vous aussi, amusez-vous bien, profitez-en. Je ne sais pas si vous êtes en jour férié lundi, mais nous, on fait le pont. Allez, ciao, ciao. Ciao tout le monde.